Bonjour René, Bonjour Nadège. encore une émission aujourd'hui. On va continuer à comprendre, à décrire le vivant au travers de la science du nommé avec toi. D'accord. Aujourd'hui, voilà, je souhaite que tu nous parles des fondements techniques qui ont bâti la sonologie quantique d'Averton. Effectivement, cette sonologie qui permet d'entrer en contact avec l'information vibratoire de l'ADN. Alors, c'est un vaste sujet. On va peut-être pas aborder tout en large et en travers. L'idée, c'est juste de contextualiser, en fait, les éléments qui t'ont amené à construire les éléments techniques de cette technologie, notamment la proportion phi. Il y a l'accordage naturel et aussi le pont, on va dire, vers l'antimatière, tout ce qui est, on va dire, spiralé, vortexé, toutes ces notions qui ont fait le fondement donc de ta technique. Alors, vaste sujet, hein, mais je vais essayer d'en faire quand même un résumé le plus bref possible et puis surtout le plus facilement compréhensible. Donc, le principe de base de cette technologie, ou de cette science, puisque c'est reconnu comme science maintenant, le principe est de transformer le nommé en son et après, grâce au son, d'atteindre ce qu'on appelle l'antimatière de la matière. Dans le domaine quantique, la notion d'antimatière est tout à fait acceptée, et démontrée, etc. Et donc tout ça, en ce qui me concerne, ça a commencé par partir du nommé, donc à partir des lettres que composent un nom et un prénom, parce que c'est ce que j'avais décidé j'avais commencé par ça comme hypothèse d'école, c'était pas du tout, j'avais aucune idée d'où j'allais, mais c'était une hypothèse d'école, de recherche, comme on fait souvent, dans la vie de la recherche scientifique. Il y a eu donc cette phase où on transforme les lettres en nombres, et il a fallu vraiment aller loin dans ce domaine-là, et au-delà de ce qu'on connaissait aussi. Et à partir de là, de créer les fréquences exactes qui correspondent à ces lettres-là. Et là, c'est devenu beaucoup plus difficile. Ça a été une longue période, un petit peu plus d'une dizaine d'années. Bon, ce qui avait été établi dès le départ, disons, c'est que je sentais que la progression des notes dans une gamme, comme sur un piano ou sur une guitare, n'était pas cohérente parce qu'elle ne répondait pas à des critères logarithmiques ou de progression de Fibonacci ou bien progression spiralée, pour faire simple. La gamme tempérée, comme on dit, est une gamme qui donne une sensation de linéarité. Vous voyez, que si on dit que une fréquence, je prends n'importe laquelle, une fréquence à 100 Hz, eh bien, si on prend son octave, elle sera déterminée à 200 Hz, c'est-à-dire qu'on la multiplie par 2. Non, c'est juste pour donner une idée de linéarité. Mais j'étais convaincu que par des faits d'histoire d'ingénieur du son, j'avais remarqué que les très bons accordeurs de piano, eh bien, ils accordaient les pianos en augmentant légèrement les notes aiguës et en baissant légèrement les notes graves. Donc, on a une idée déjà de non-linéarité, c'est-à-dire de progression spiralée, vers le haut à droite, les aigus, et vers le bas à gauche avec les graves. Donc là, j'avais déjà un repère qui se répétait, que je comprenais, et ça s'était fait à l'oreille, parce que même les accordeurs électroniques qu'on a, ou même les diapasons, c'était toujours dans une gamme linéaire, vous voyez. Et donc, j'ai pris pour base centrale d'accordage de cette gamme-là, de ce point d'inflexion qui va vers le haut ou vers le bas, ce milieu, il fallait bien un centre, j'ai choisi le 432 Hz au départ parce que c'était le La à 432 Hz était connu pour être le La baroque, disons, un ancien La. Et comme je savais que cette gamme-là linéaire avait été imposée dans les années 45-50 pour des raisons soi-disant de fabrication industrielle d'instruments, je trouvais ça bizarre parce que on peut fabriquer n'importe quelle gamme en fait. Donc je trouvais que c'était un peu un traquenard ça. Eh bien, il fallait déterminer le point auquel on trouve le La, donc on avait dit 432,
au lieu de démarrer la gamme à Do, on démarre la gamme à La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et puis là encore. Donc il fallait que dans la progression, le La suivant, il pouvait pas être à 432, multiplié par 2, hein, à l'octave, donc 864. La courbe logarithmique naturelle, disons, m'obligeait à trouver la valeur exacte au-dessus. Et donc, on arrivait à avoir des résonances, des harmoniques, etc., qui étaient plus riches, hein, lorsqu'on changeait ces fréquences. Et à force de chercher, on trouve des choses qui deviennent beaucoup plus cohérentes et qui sont plus résonantes, si vous voulez, à l'oreille, hein. Donc, cette courbe, en fait, spiralée, on la retrouve dans la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci détermine que on commence par 1, puis on ajoute 1, et 1 plus 1, ça fait 2. Et après, on prend la dernière note qu'on a trouvée, la 2, et on prend la note précédente qui est 1. Donc 2 plus 1 précédent, ça fait 3. On inscrit 3. Après 3 plus le 2 précédent, ça fait 5. Et puis 5 avec la note précédente, le 3, ça fait 8. Voilà, donc ça fait 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Et donc là, on a vraiment une courbe exponentielle, disons, on peut dire logarithmique, ou selon le triangle de Pascal aussi, mais bon, on revient à la séquence de Fibonacci, hein. Donc, on parle du 11e siècle, vous voyez. Donc, à partir de ces bases un petit peu techniques et référentielles du son, et qu'on les applique après dans l'instrumentation, qu'on règle des instruments, ça peut être un synthé qu'on arrive à régler. J'avais la chance à ce moment-là, quand je faisais ces études-là, de disposer un appareil extrêmement pointu qui s'appelait le 5 clavier. Bon, c'était quelque chose de quasiment inaccessible, mais dans le métier que je faisais là, je faisais beaucoup de musique de films publicitaires à ce moment-là. Bon, enfin, grâce à cet outil extrêmement pointu, extrêmement puissant, j'ai pu rentrer très très loin au niveau de la fréquence. On allait même jusqu'à 5 chiffres après le hertz ou le cycle, disons. C'est par exemple 10,10502 par exemple, hein. Non, on allait très loin, et ça permettait de trouver des choses auxquelles on n'accède pas normalement, disons, avec les outils conventionnels. Donc voilà, donc a été établie cette gamme logarithmique, et ça avait pour conséquence que les résonances provoquées par cette gamme cohérente exponentielle, soit montant vers le haut en allant vers les aigus à partir du 432, ou descendant vers les graves à partir du 432 et vers le bas, eh bien, on avait un accord qui, à l'oreille, était agréable, qui sonnait juste, vous voyez, dans la sensibilité vraiment. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été extrêmement intéressant de progresser. C'était plus facile de progresser dans des accords, etc. Et le tout sonnait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus agréable, c'était à l'oreille, vous voyez. Et quand on comparait instantanément avec avec un appareil électronique, genre synthé, si vous voulez, parce que c'était pratique, on pouvait changer d'instrument avec les mêmes sons. On passait d'une gamme tempérée à la gamme que j'avais mise au point. Ça sonnait beaucoup plus joli, c'était beaucoup plus beau. Et je vous racontais une anecdote personnelle, parce que souvent on dit ah ouais, mais je chante faux, je sais pas chanter, etc. Et j'ai fait des essais autour de moi avec des gens qui étaient réputés n'avoir aucune oreille, ne pas savoir chanter, etc. Et quand je mettais un petit accord sur le synthé, ou un piano accordé de cette manière-là, ou même des guitares, parce que j'ai fait fabriquer des guitares avec des frettages accordés à cette gamme inventée. Et je me suis rendu compte que des gens proches de moi qui savaient vraiment pas chanter, je leur donnais une mélodie, un truc très simple, hein, avec la gamme tempérée, et ils chantaient faux, ils n'y arrivaient pas, ils disaient n'importe quoi. Sur le pain d'Avignon, on y danse, on y danse. Et après, je mettais la gamme que j'avais créée, disons, sans aucun effort, et c'était parfaitement juste. Et je me souviens, il y avait à côté une dame qui chantait remarquablement bien,
Elle était étonnée, mais c'est incroyable. Et puis je remettais la gamme tempérée. Sur le pain d'Avignon, on y danse. Je faisais n'importe quoi, voyez. Je remettais la gamme, la nouvelle gamme, et il chantait juste. Alors là, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Et j'ai poussé plus loin l'investigation. Je me suis amusé à l'aveugle, hein, à mettre quelques accords, disons, sur une piste, comme on dit, voyez, quelques accords, une petite suite musicale très simple, et avec une mélodie qui va dans les accords, disons, de la gamme publique actuelle, quoi, disons. Et bon, ben, si les notes sont dans l'accord, ben, ça sonne juste, hein, on dit, ça marchait bien. Et puis après, je me suis amusé à faire n'importe quoi, à jouer des notes à côté, hein, et ça faisait vraiment faux, c'était désagréable. J'ai converti ça instantanément avec un bouton dans la gamme que j'avais mise au point, et tout devenait juste. C'est-à-dire que, quelle que soit la mélodie qu'on joue, sur n'importe quel accord, tout est tout le temps juste. Donc vous ne chantez jamais faux avec cette gamme-là. Et puis ça, j'ai continué avec une chanteuse extrêmement célèbre que j'avais l'occasion d'enregistrer, et je lui ai fait faire le test avec la gamme normale. Et donc, comme il y avait un piano qui était à partir d'un piano samplé, donc synthétique, si on peut dire, hein, pour ceux qui s'y connaissent pas, j'ai inversé la gamme dans ma gamme. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais chanter ça comme ça? Et on l'avait déjà refait 2 fois, 2 essais de la gamme normale. J'ai mis la gamme que j'avais mise au point, et elle a chanté directement, et c'était franchement beaucoup plus chouette, quoi. Hein. J'ai dit, écoute, viens écouter. Donc, vient de la cabine d'enregistrement dans la cabine technique, disons, et je lui fais écouter le premier, enfin, un des 2 enregistrements qu'elle avait fait sur la gamme tempérée. Bon, c'est bien, c'est une très grande chanteuse, hein. Et c'était bien, c'est indiscutable, vous voyez. Puis je dis, écoute, on va écouter l'autre. Je l'avais pas écouté encore, juste pendant l'enregistrement. Elle fait écouter. Elle fait comme ça. C'est incroyable. Ah, tu vois? Alors, je remets l'ancien, ça commence à sonner. Mais non, arrête. Voilà. Donc voilà l'impression que ça fait. Alors là, j'ai dit quand même, des gens comme ça, si ça touche à ce degré, je dirais, de perfection même, qu'elle a cette chanteuse, je me suis dit, bon, c'est quand même pas, voilà. Donc voilà, c'est parti comme ça, et j'ai pu valider de maintes manières, et j'ai remarqué que cette gamme spiralée que j'avais mise au point, donc montant vers les aigus et descendant en accordage vers les graves, j'ai rendu compte que ça fonctionnait. Et puis après, j'ai fait un tas d'expériences qui se répètent. Et donc, j'ai investigué j'ai été plus loin dans ce domaine-là, et en cherchant, il s'est passé encore pas mal d'années, eh bien, je me suis rendu compte que, effectivement, quand on part du nommé, qu'on le transforme en fréquence, quel que soit le nommé d'un nom, d'un prénom ou d'un mot quelconque, hein, eh bien, je me suis rendu compte que on arrivait à avoir une cohésion ressentie au niveau de l'ADN. Et là, j'ai dit, mais quand on mesure l'ADN, donc il y a des sillons majeurs, des sillons mineurs, eh ben elles sont séparées de 21 angstrom, c'est une unité de mesure très petite, ou de 21 et de 34 angstrom. Et justement, dans la loi de Fibonacci, dans la séquence, nous avons 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. On a le 21. Et après, qu'est-ce qui vient? C'est le 34. Et après, ça revenait au 21, etc., puisque c'est l'ADN comme ça. Donc, on avait des données de Fibonacci dans l'ADN. Donc, si on a des données de Fibonacci dans l'ADN, ça veut dire que il y a un système intrinsèque à l'ADN qui est capable, de manière dans la loi spiralée, de transmettre de l'information. Et donc, d'autres ont fait des études aussi. J'ai pu observer. Quelquefois, ils mettaient des études et puis elles disparaissaient le lendemain. Ça, c'est un autre problème. Eh bien, on voyait qu'il y avait un brin qui émettait, si vous voulez, et un brin qui recevait l'information. Et là, j'ai pris parti pris, si vous voulez, que c'est peut-être là qu'on avait une solution de communication hyper fréquentielle avec beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec la voix ou avec les yeux. Voilà. J'ai dit là, on est en train de rentrer dans une autre dimensionnalité de connexion, donc de perception de la vie en général. Voilà.
Parfait, parfait. C'est vrai que c'est un sujet qui est difficile peut-être à appréhender, hein, parce qu'il faut, il y a beaucoup de notions, surtout au niveau musical, au niveau vibratoire. On n'est pas tous, on va dire, très affûtés, et c'est des notions qu'il faut appréhender aujourd'hui, parce que c'est le moment. Et cette idée d'être fréquentiel, justement, quand l'enfant, nous sommes bébés dans le ventre de notre maman. Dans ton ouvrage, tu mentionnes effectivement qu'il y a déjà, même quand bien même nous soyons pas encore nommés sur l'état civil, mais peut-être le nom est déjà là, hein, puisque le papa et la maman sont connus, hein, et que le prénom, voilà, est en gestation comme le bébé, on va dire ça. Il est déjà connu déjà d'avance, qu'il y a déjà une connexion ou une émanation fréquentielle vibratoire entre, on va dire, l'information que le bébé, le fœtus est, vers l'extérieur, en considérant que, évidemment, nous avons tous un côté plutôt féminin et masculin, que l'on soit homme ou femme, à l'intérieur de nous. Et tu voyais, de ce que je comprenais, puisque c'est assez ardu quand même pour à imaginer qu'il puisse y avoir, quand on a une cristallisation par exemple au foie ou au pancréas, moi je suis une femme, que ça puisse être, on va dire, lié, on va dire ça, ou comment dire, en fréquence ou en résonance avec la façon dont le côté masculin extérieur, qui serait donc mon père, aurait eu dans la gestation, enfin le rôle ou qu'il aurait eu dans la gestation du fœtus. Enfin, c'est assez particulier, hein. Je pense que là, je sais pas trop si j'arrive à bien m'exprimer, hein, j'en suis désolée, mais je pense que tu vois bien ce que tu dis. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, bon, vous savez, quand on est dans ce genre d'investigation, on peut pas se réfréner au niveau de ce qui est déjà connu. On apprend tous les jours, hein, des choses qui ont été trouvées par d'autres gens intéressants, brillants, etc., novateurs. Mais quelquefois, on trouve pas de réponse, hein. Ça a été le cas quand on cherche des données au niveau de cette phrase qui s'appelle, qui est au commencement était le verbe, eh ben, il y a pratiquement rien. Mais comment ça se fait qu'il y ait rien là-dessus? Comment ça se fait? Ou bien, ben, il y a rien parce que on sait pas. Ou bien, peut-être que on veut pas transmettre. Et j'ai pensé à cette possibilité parce que bon, l'histoire de l'humanité, n'est pas forcément ce qui est écrit dans les livres. En tout cas, pas exactement. Donc, comme je suis un chercheur, quand il y a une hypothèse qui m'apparaît, ben, j'hésite pas à la travailler et puis à approfondir cette hypothèse-là. Et puis à la rendre, je suis un scientifique avant tout quand même, à la rendre tangible, à la rendre répétitive, hein, que ça fonctionne, quoi. Alors, si on descend ça dans la matière, d'un concept jusqu'à la chose vécue, tangible, on se dit bon, ok, enfin, c'était ma façon de voir en tout cas, c'est ma façon de voir. Donc, si on veut rendre tangibles les choses que l'on conçoit, disons, au simple niveau de la conception, eh bien, il faut chercher. Et en cherchant, on finit toujours par trouver. Il y a des lumières qui arrivent, des choses auxquelles on s'attend pas, etc. Donc, je suis parti d'abord sur quelque chose qui touche toute l'humanité, c'est-à-dire on est tous nommés. On a reçu un nom, on a reçu un prénom, c'est le nom de famille de la mère, le nom de famille du père, c'est ce qu'on a l'habitude d'inscrire dans les registres d'état civil, et c'est valable dans le monde entier, ça. Donc, on a tous des noms et des prénoms. Au moins un nom et au moins un prénom. Voilà. Donc, partons de là, et je me suis dit, est-ce que ce nommé personnel aurait une incidence vibratoire ou fréquentielle sur soi, sur sa vie? En faisant des études extrêmement simples, on se rend compte, par exemple, que dans cette famille ou dans ces ancêtres qui nous ont précédés, il y a une pathologie, par exemple, qui est identique.
elle se transmet de Dupont à Dupont à Dupont à Dupont. Et je me suis rendu compte, c'est une assez grande étude, que lorsqu'on le nom de famille, ce nom-là, par le jeu des mariages, hein, donc quand il disparaissait, la pathologie disparaissait également, systématiquement. Alors, est-ce que les pathologies sont-elles liées au nom? Ben, quand vous répétez ça sur 800 personnes, vous dites que, ah ben oui, pourquoi pas, hein, enfin, qu'on me prouve le contraire, en tout cas. Donc, j'ai pris ça pour acquis. Il y avait, non, enfin, c'était 800 personnes quand même. Donc là, je me suis dit, ça valorise la recherche, ça donne pas une réponse définitive, mais ça donne quand même une idée. Mais alors, comment ça se fait qu'un être qui arrive, qui naît, voilà, qui va de l'homme à la femme, enfin bon, ça c'est le côté matériel. Mais il y a quelque chose certainement de plus subtil aussi qui s'incarne, comme on dit. Et là, est-ce que la personne qui s'incarne dépend seulement des noms et des prénoms qui sont donnés par les parents, ou bien sait-elle par avance, dans la dimension dans laquelle elle est, qui est non matérielle, peut-être qu'elle voit le futur et qu'elle voit le passé plus loin, qu'elle sait vraiment qui elle est au niveau vibratoire. Il y en a qui disent au niveau de l'âme, etc. En tout cas, c'était une hypothèse d'école. Et ça m'a porté bonheur, parce que en fait, je pense que on trouve tout ça logique lorsque cette personne, disons, qu'elle arrive dans le corps, je pense qu'elle a choisi son parcours vibratoire, parce que ce sont les noms et les prénoms, ou la vibration des noms et des prénoms, pour être plus précis, qui va donner une identité vibratoire, des qualités, puis des défauts, enfin des problématiques émotionnelles, etc. Et tout ça colle parfaitement. Donc il y a une antériorité, à mon avis, vibratoire, hein, qui s'inscrit, qui décide de vivre cette personne-là, parce que s'il y a une vision du futur, la personne va savoir que cette personne-là qui va naître, c'est celle qui lui correspond. Donc elle rentre dans ce corps-là, au moment où il y a la rencontre entre le père et la mère, voilà, il s'est introduit, et là, il devient amnésique, forcément. Parce que peut-être si on était conscient, peut-être qu'on préférerait remonter, hein, vu les difficultés qu'on va peut-être vivre, voilà, etc., etc. Enfin bon, c'était une hypothèse d'école que j'ai acquise, parce qu'après ça se répétait tellement, tout ça, c'était tellement cohérent, le rapport entre le nom et la vie de la personne, c'est tellement cohérent tout le temps, que vous pouvez pas vous nier à vous-même des évidences que vous trouvez continuellement dites par les gens. C'est pas moi qui dis que vous êtes comme ça. Ce sont les noms de la personne qu'elle a choisi ou pas, peu importe, mais elle les a, qui déterminent ce qu'elle est. Donc, à partir d'évidences et de dizaines, de centaines de milliers d'évidences, on peut pas dire, ah non, c'est pas vrai. Non, à moins d'être maso. Bon, donc voilà. Ça a été un peu le parcours du nommé, de l'incarnation. Et donc, vous allez avoir, le bébé qui va grandir dans le ventre de la maman. Mais il est déjà conscient. Il est déjà là. Il communique. Et là, il communique comment? Il peut pas parler, forcément, mais il va communiquer au niveau de l'ADN. Vous voyez? De son ADN et celui de la maman, mais celui du papa aussi. Et puis de tout. Hein? C'est pour ça qu'il réagit quand il y a des problèmes qui se passent, qu'il y a des traumas, etc., externes, il va réagir. Donc, il capte les vibrations, forcément. Mais ce sont des vibrations extrêmement précises, grâce à son propre ADN. Et il va être plus ou moins sensible en fonction déjà des noms de famille qu'il acquiert par nature, parce que les parents sont déjà nommés comme ça, et que dans le registre d'état civil, il sera nommé comme ça. Donc il connaît ça. Mais comme il vient d'un espace-temps qui a été capable de comprendre, de voir le prochain avenir au moins, eh bien, il saura qu'il aura tel prénom, etc. Donc, il a choisi ça. Dans sa conscience, à mon humble avis, hein, c'est une hypothèse d'école. Mais pourquoi pas? En tout cas, pourquoi pas et pourquoi oui? Vous voyez? Donc cette intégration du nommé
qui va s'affirmer, et puis après l'enfant va naître et il va être ce qu'il a choisi d'être. Voilà. Et puis on voit exactement, cet enfant, il aura telle capacité, telle faiblesse éventuelle, telle réactivité émotionnelle, etc. Puis donc ça peut entraîner tel problème, disons pathologique aussi. Et donc il faudra surveiller certaines choses quand on applique cette science-là. Voilà ce qu'on peut dire. En fait, l'enfant, en plus, ou tout être, disons, a une partie, comme on dit, yin et une partie yang, une partie masculine et une partie féminine. On s'aperçoit que l'homme intérieur du garçon ou la femme intérieure du garçon va communiquer avec l'extérieur avec cette symbolique d'homme intérieur et femme intérieure à l'intérieur de son corps. Donc, c'est sa femme intérieure qui va communiquer avec le féminin extérieur, et c'est son homme intérieur qui va communiquer avec le masculin extérieur. Et c'est là qu'on peut comprendre, comme l'autre aussi a ce double aspect yin et yang. Quelquefois, on se rend pas compte que le yang masculin, par exemple, ça peut être l'inverse, ça peut être le yin, mais le yang masculin qui a un comportement, je dirais, négatif, vis-à-vis du yin féminin, il n'est pas simplement à l'extérieur, mais il est d'abord à l'intérieur de soi. Donc on se fait mal à soi-même. Et puis après, ça se transmet obligatoirement au yin extérieur, physique, disons, et vibratoire. Donc voilà, il y a toute cette complexe. Ça paraît un petit peu complexe, mais bon, je le raconte dans le livre, tout ça, de manière plus détaillée. Mais voilà, ce que je peux en dire, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, déjà, ça brosse déjà un peu le tableau, puisque c'est quand même une compréhension vraiment différente aussi de la façon dont on peut imaginer notre incarnation, notre volonté de venir sur Terre déjà, des interactions relationnelles par après intérieures évidemment, puisque on va dire si dans certaines conceptions l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, donc forcément on met aussi en scène des choses qui sont pénibles, qui sont belles aussi, que nous avons à l'intérieur. Et il y a l'idée de la droite et de la gauche, avec à droite le yin, le yang, le côté père, et le côté gauche, la femme, la maman. Donc c'est vrai que c'est déjà des choses qui sont pour certaines personnes assez courantes, on va dire. Donc on voit une certaine quand même logique, quand bien même là il y a vraiment un aspect où qui est hyper intéressant de voir que demain une cristallisation, une problématique que je puisse avoir soit déjà intérieure par rapport à déjà peut-être quelque chose intra-utérin qui vient être réveillé effectivement par une relation extérieure qui va venir un peu me la comment dire, toucher, me la faire sonner et déployer et activer effectivement une pathologie, ou en tous les cas un mal-être ou quelque chose. Donc c'est vrai qu'on voit que et enfin, ce que je trouve intéressant aussi pour aller un petit peu plus loin, c'est peut-être de voir à quel point aussi peut-être la science du nommé vient aussi unifier ces côtés-là. En fait, il y a une espèce de pacification quand on utilise les solutions, de faire rejoindre en fait tout ce qui est, on va dire, duel, puisqu'on est dans un monde de la dualité, et qu'on vient aujourd'hui unifier dans cette volonté-là. Après, c'est une démarche personnelle, on parle beaucoup de conscience chez Inverton, et voilà, donc c'est vraiment encore à investiguer. Je pense que c'est toujours pareil. Enfin, moi, je suis vraiment une pro, pour, on va dire, l'expérimentation. Et il y a rien de tel que, enfin, on est là surtout sur Terre. Enfin, ma vision du monde, c'est ça, pour expérimenter. Donc, je pense que je sais pas si on peut encore aborder plus de choses sur ce sujet aujourd'hui. Les auditeurs, si vous voulez laisser des commentaires sous cette vidéo, si vous voulez qu'on approfondisse une autre fois, il n'y a pas de problème. On regardera ça de près. Je pense qu'on peut se dire au revoir aujourd'hui, et puis et se dire à bientôt. Voilà, merci infiniment, à très bientôt Nadège. Au revoir à tous. Au revoir.